Bonjour, notre intervention est intitulée La pulsion de la vie et de l'amour chez Spinoza. Socrate, Sénèque, Deleuze, Benjamin, tous ont suivi le conseil de Hégésias de Cyrène qui préconisait le suicide, arguant que la mort est préférable à la vie. Alors, évidemment, tous ces philosophes ne sont pas donnés la mort pour les mêmes raisons. Sénèque est contraint par Néron. Socrate préfère la ciguer à la fuite car sa condamnation à l'exil lui interdit toute prétention à la vie bonne. Benjamin se donne la mort plutôt que d'être fait prisonnier par les nazis. Le cas de Gilles Deleuze est par contre bien plus problématique pour la raison suivante, revendiquant lui-même l'influence de Spinoza dans sa philosophie. Il choisit pourtant de se donner la mort suite aux souffrances que lui inflige sa maladie pulmonaire. Or, dans l'éthique, Spinoza refuse de faire du suicide un acte résultant d'une volonté libre. Et c'est contre les stoïciens, puisqu'il n'y a, selon lui, aucun libre arbitre et que le suicide n'est jamais voulu. En ce sens, le suicidaire chez Spinoza n'a ni la volonté de se donner la mort, ni une quelconque liberté dans ses choix. Au contraire, il est contraint de se suicider par des raisons extérieures face auxquelles il n'a plus la force de résister. On pourra dire que tous les suicidaires sont de Sénèque. Cette position clairement moderne pour l'époque est un caillou dans la chaussure pour beaucoup une fois dramatisée. Si toute volonté de mourir est absurde pour Spinoza, pour des raisons que nous expliciterons au cours de notre intervention, cela revient à dire qu'il n'y a pas et qu'il ne peut pas y avoir de pulsion de mort pour l'auteur hollandais, ce qui essayait pourtant de lui faire dire lacanien orthodoxe. Aussi, il y a chez Spinoza une position tout à fait intéressante développée dans le cas de l'amnésique. Il serait en effet concevable pour lui qu'un individu soit mort et pourtant continue à exister. On pourrait donc supposer que le suicidaire est mort avant même de se suicider. La dernière difficulté étant de savoir si le suicide est par principe un acte anti-philosophique. Il sera à ce propos intéressant de soulever l'hypothèse d'un suicide de Spinoza lui-même avancée par certains de ses biographes. Nous proposerons ainsi de revenir sur les raisons pour lesquelles le suicide ne peut être considéré comme un acte libre ou volontaire chez Spinoza, invoquant ainsi le conatisme mais aussi la suppression du libre arbitre avant d'en discuter les conséquences sur la pensée du sujet humain et c'est dans le but de déterminer si le suicide est ou non possible pour le philosophe. Ceux qui s'y suicidaient ont l'âme impuissante et sont totalement vaincus par des causes extérieures présupposées à leur nature. Extrait de Scoli de la proposition 18, éthique, livre 4. Personne ne néglige de désirer son utile propre, c'est-à-dire de conserver son être. S'il n'est vaincu par des causes extérieures contraires à sa propre nature, personne, dis-je, ne repousse la nourriture ou ne se donne la mort par une nécessité de sa nature, mais seulement contraint par des causes extérieures. Extrait de Scoli de la proposition 20, livre 4 de l'éthique. Nous nous concentrerons en premier lieu sur deux scolies qui sont bien représentatifs de la position particulière de Spinoza concernant le suicide, que l'on définit comme l'acte délibéré de se donner la mort. Or, dans ces quelques lignes, le philosophe hollandais est très clair. Il n'y a rien de volontaire dans l'acte de se donner la mort.
un tel acte est provoqué par des causes extérieures et donc indépendantes de la volonté du sujet. Pourtant, lorsque Socrate décide de boire la ciguë, il l'affirme comme l'acte libre par excellence. Plutôt que de fuir, il choisit de se donner la mort. Tout comme Walter Benjamin qui choisit de mourir plutôt que d'être fait prisonnier par les nazis. Il semble ainsi que c'est bien leur volonté que de mourir puisqu'il l'affirmait comme un choix. Pour comprendre la réflexion de Spinoza, il nous faut reprendre certains concepts fondamentaux de sa philosophie, notamment le principe premier qui est le conatus. Chez Spinoza, éthique 3, proposition 6, le conatus est l'effort de chaque chose pour préserver dans l'être qui devient appétit ou désir chez les individus doués de conscience qui définit l'essence même de celui-ci. Ainsi, en plus de chercher à se maintenir dans l'être, l'individu humain, parce que doué de conscience, va chercher à augmenter sa force au sens de puissance, c'est-à-dire de capacité à pouvoir, à développer, à obtenir un plus de puissance élevée, un plus d'être. Il en résulte donc que l'essence de l'homme est de chercher partout le moyen à préserver, persévérer dans son être et augmenter sa puissance. Pour ce faire, l'être humain doit donc chercher les relations qui favorisent le conatus. C'est ce que Spinoza appelle la commodation, constituée de liens avec les autres parties, et affirmer sa puissance dans la résistance à la contrariété. Il y a donc une positivité de l'essence chez Spinoza en ce qu'elle ne se nuit pas à elle-même. Pourtant, il semble bien que l'on puisse se nuire à travers nos comportements. Pensons au tricheur qui, à cause de son comportement, est disqualifié d'une compétition. Le sportif de haut niveau qui se dope, au colérique qui s'emporte contre un ennemi finit par le perdre. Ces exemples ne sont pour Spinoza pas en contradiction avec son éthique, au contraire, ils lui donnent raison. En effet, pour Spinoza, de tels comportements ne relevaient pas du registre de l'action. Ce sont des comportements passifs auxquels se plie celui qui n'a pas la force de résister aux affects extérieurs. Le colérique, le tricheur, le menteur, le purée ne sont pas pour Spinoza que des êtres passifs, incapables de résister aux causes extérieures. Un être actif étant en ce sens un être qui agit conformément à son essence. Aussi précise-t-il que tout comportement conforme à son essence est dicté par la raison. La justification qu'il apporte à son propos est la suivante. Puisque l'essence de toute chose est de développer sa puissance, que pour cela, il lui faut s'accommoder aux choses qui lui sont extérieures. Il en résulte que tout ce qui est conforme à l'essence relève de la raison, car c'est dans la seule mesure où les hommes vivaient sous la conduite de la raison qu'ils s'accordaient toujours nécessairement par nature. Éthique 4, proposition 35. L'agir chez Spinoza est toujours une affirmation de la nature, de l'essence, du conatus de l'agent, et consiste donc à suivre la conduite de la raison. Cela dit, on pourrait rétorquer à Spinoza que l'homme est par nature un être doué d'affects, aussi bien de bons que de mauvais affects. Il y a d'ailleurs tout un pan de la philosophie qui pose comme telos, comme finalité éthique de dépasser sa nature et de s'émanciper de cet être affectif pour devenir un être de raison. On peut penser à toutes les philosophes chrétiennes, mais aussi stoïciennes, au platonisme. Et on peut même trouver chez Hobbes, puisqu'il s'agit pour les hommes de dépasser leur désir primaire, on dit avour. C'est bien en cela que l'éthique de Spinoza est particulière. Il s'oppose volontairement à toutes ces écoles de pensée. Il
elle prend d'abord ses distances en affirmant que si l'être humain est bien un être d'affect, ces affects ne sont ni bons ni mauvais, ils sont neutres. En ce sens, ce qui va faire d'un affect un affect passif ou actif, terme que nous préférons au terme de bon et mauvais. C'est ce qui va le déterminer, à savoir les causes extérieures, auquel cas l'affect est passif, ou la raison ainsi des affects actifs. Le sage spinoziste, c'est celui qui parvient à revenir à l'affirmation totale de sa nature et donc à s'émanciper, à se libérer de l'influence des causes extérieures. Le sage spinoziste, c'est l'homme qui accomplit pleinement sa nature et c'est par l'exercice de la raison ainsi. Et les libertés chez le philosophe hollandais est libre, c'est celui qui résiste aux causes extérieures. Ce n'est pas pourtant pas un libre arbitre. C'est parce qu'il s'agit pour nous de montrer à présent. Chez les philosophes antiques, le libre arbitre désigne la capacité qu'a un être de se déterminer par soi-même, spontanément et volontairement. C'est assez proche de la définition moderne qui va cependant plus loin en tant qu'elle fait du libre arbitre une capacité propre à l'être qui est cause première ou absolue de ses actes. L'exemple de l'âne de Buridan illustre bien la question. Un âne qui a autant faim que soif est placé à égale distance d'un seau d'eau et d'une botte de foin, c'est-à-dire autant motivé à aller vers l'un qu'à aller vers l'autre. S'il n'y a pas de libre arbitre, l'âne ne peut choisir et est donc condamné à mourir de faim et de soif. L'absurdité de telles conséquences montrant la nécessité d'un libre arbitre. L'âne se dirigerait vers l'un ou l'autre par un acte de sa volonté propre. L'exemple de l'âne de Buridan est avant tout un problème logique. Il représente un problème auquel a été confrontée la philosophie en le mettant en situation. Situation qui est donc fictive. Il s'agit donc de savoir avant tout si cette situation est plausible. Pour le temps, se retrouver dans une telle situation. Si l'on se fie à la philosophie de Spinoza, on est largement en droit d'en douter. Et pour cause, Spinoza établit un système au sein duquel des affects n'ont pas la même force selon qu'ils causaient de la joie ou de la tristesse. En effet, tous les affects ont la même valeur. Cependant, la joie étant liée à un plus d'être, sorte de plus-value ontologique, que la tristesse impliquant une diminution de ma puissance, un affect provoquant en moi de la joie sera toujours supérieur à celui qui me rend triste. Il est donc pour Spinoza extrêmement peu probable qu'une situation d'équilibre parfait entre deux affects se produisait. Pour répondre à l'hypothèse de l'âne de Buridan, il choisit d'ailleurs l'ironie. On peut objecter que si l'homme n'opère pas par la liberté de la volonté, qu'arrivera-t-il donc en équilibre, comme l'ânesse de Buridan? Mourra-t-il de faim et de soif? Que si je l'accorde, j'aurai l'air de concevoir une ânesse ou une statue d'homme, non un homme. Et si je le nie, c'est donc qu'il se déterminera lui-même et par conséquent, c'est qu'il a la faculté d'aller et de faire tout ce qu'il veut. J'accorde tout à fait qu'un homme placé dans un tel équilibre, j'entends que je perçois rien d'autre que la soif et la faim, tel aliment et telle boisson à égale distance de lui, mourra de faim ou de soif. S'il me demandait s'il ne faut pas tenir un tel homme pour un âne plutôt que pour un homme, j'ai dit que je ne sais pas parce que je ne sais à combien estimer celui qui se pend
état combien les enfants, le sceau, les éléments, etc. Éthique de proposition 49, Scoli. Nous pourrions ajouter qu'un homme qui se retrouverait dans une telle situation trouverait par son histoire personnelle ou par un coup de dé un affect suffisant pour faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. On imaginerait tout à fait à l'ange GP choisir ce qui se trouve à sa droite. Daniel Cohn bondit aller à gauche. C'est sur Manuel Valls que nous pourrons avoir quelques doutes. L'absence de libre arbitre chez Spinoza n'implique pas pourtant une absence de liberté. C'est ce que nous avons montré précédemment, puisqu'il entend la liberté comme la capacité à résister aux causes extérieures et d'agir conformément à ce que nous dicte la raison. Pardon. Le seul libre arbitre chez Spinoza, c'est celui de Dieu, de la nature naturante. Il est le seul à pouvoir être cause première et absolue. Ces quelques pages nous ont permis d'en arriver aux conclusions suivantes sur la pensée de Spinoza. Et actif, c'est ce que fait sous la conduite de la raison, puisque la raison consiste en l'affirmation de notre nature contre le cause extérieure. Un être n'agissant que par colère, rancœur, jalousie est un être passif qui n'arrive pas à résister aux déterminations que lui imposer les causes qui lui sont extérieures. Or, puisque tout ce qui s'est fait sous la conduite de la raison est une affirmation de ma nature, il en résulte qu'il m'est impossible d'agir de telle sorte que je me nuise à moi-même. Il n'y aurait donc chez Spinoza aucune pulsion de mort telle que la psychanalyse l'entend. C'est en ce passage de Freud que nous permet d'éclaircir ce qui est la pulsion de mort. La conception de pulsion d'autoconservation que nous attribuons à tout être vivant s'oppose singulièrement au postulat selon lequel l'ensemble de la vie pulsionnelle sert à amener la mort. Sous cet éclairage, l'importance théorique de pulsion d'autoconservation du puissance et de valorisation de soi s'est rétrécie. Ce sont des pulsions partielles destinées à assurer à l'organisme sa propre voie vers la mort. L'organisme ne veut mourir qu'à sa manière. C'est gardien de la vie. Les pulsions d'autoconservation ont eux-mêmes été à l'origine du support de la mort. D'où ce paradoxe que l'organisme vivant s'est redit de toute son énergie contre des influences dangers qui pourraient l'aider à atteindre son but vital par une voie courte au-delà du principe de plaisir. Freud, un essai de psychanalyse. Quelques précisions sont tout à fait nécessaires. Jamais Freud n'a affirmé la pulsion de mort comme une réalité, comme un fait établi contrairement à ce que soutiennent certaines écoles de pensée actuelles. La pulsion de mort est chez Freud soumise au régime de comme si. Tout se passe comme s'il y avait une pulsion de mort chez l'être humain, c'est-à-dire une énergie, une volonté archaïque au sens de première, qui servirait à terminer la mort. Est-ce dire qu'il y a une volonté de mourir chez l'être humain? Oui ou non? Non, en ce qu'il n'y a pas de volonté d'autodestruction, de mutilation, car la pulsion de mort n'est pas entièrement interne. En effet, elle s'extériorise et devient agressivité, colère, etc. Elle peut aussi être sublimée sous des formes artistiques, mais aussi dans le sport et d'autres. Aussi, elle ne peut être dissociée de l'eros. De plus, de jouir, elle est donc ambivalente. C'est là tous les problèmes de sadisme et de masochisme. Prendre du plaisir à souffrir et à faire souffrir. Cela dit qu'il n'y a bien
pour Freud une volonté de mourir dans le vivant. En ce sens, Freud dégage ce qu'il y a de plus fondamental dans la pulsion, à savoir la volonté de retour à un état antérieur, étant dernier ressort à la disparition de toute forme de tension. C'est ce qu'il baptise le principe de nirvana, renouant ainsi avec l'étymologie de cette notion qui désigne l'extinction du désir. L'être, sous toutes ses formes, chercherait ainsi à revenir à un état d'union absolue. Notre existence n'aurait donc de sens que parce qu'elle est serrée pour la mort. Je cite Yankelevitch dans son livre La mort. Cette explication, c'est certes assez brève, nous permet néanmoins de voir en quoi pulsion de mort et spinozisme se posaient. Déjà parce que la conception du désir chez Spinoza et chez Freud n'est pas la même. L'un le pense comme négatif, le désir est alors la volonté de combler ce que nous manque. Et ce désir n'est jamais pleinement satisfait. Le désir n'a donc pas de finitude. Spinoza lui définit le désir comme l'essence même de l'homme, c'est-à-dire un effort par lequel l'homme s'efforce de persévérer dans son être. Éthique 4, proposition 18, démonstration. Effort qui devient volonté lorsque rapporté à l'esprit, appétit lorsqu'on le rapporte à l'esprit et au corps. Éthique 3, proposition 9, Scoli, qui vise à la conservation de l'être mais aussi à son augmentation. Le désir est donc positif chez Spinoza. La nature humaine n'est pas manquée chez Spinoza. C'est là qu'il y a une rupture entre psychanalyse et spinozisme, c'est-à-dire la deuxième opposition qui est donc liée à la conception du désir. On pourrait dire pour Spinoza que pour Spinoza, la nature humaine est faite, mais reste à faire en ce qu'elle peut et doit vouloir atteindre un plus d'être. Alors qu'en psychanalyse, le sujet est un prématuré, selon la formule de Jacques Lacan. Il n'a pas fini son développement et doit donc passer par l'autre de langage et entrer ainsi dans le symbolique. Ces dernières thèses, qui est à peine évoquée et qui méritait qu'on s'y intéresse plus précisément, notamment sur ses fondements biologiques, impliquent une réelle fracture entre psychanalyse et spinozisme. Enfin, la dernière opposition concerne directement la notion de pulsion de mort pour Spinoza. Il faut éviter de penser à la mort, éthique 4, proposition 68 Scoli, car cela revient à vivre et à agir par crainte. La raison, au contraire, nous pousse à penser à la vie, à désirer vivre et augmenter notre puissance. Or, puisque ce que nous dicte la raison est conforme à notre nature, la nature humaine est donc de désirer la vie plutôt que de craindre la mort, et l'idée de désirer la mort est donc absurde chez Spinoza et contre nature. Je cite Spinoza, l'homme libre ne pense à rien qu'à la mort et sa sagesse est une méditation non de la mort mais de la vie. Était 4, proposition 67. C'est donc l'homme libre qui ne pense pas à la mort, c'est-à-dire qu'il s'agit pour Spinoza d'un horizon, d'un telos. Il ne faut devenir tel que celui qui ne pense plus à la mort. Il y a bien un dépassement de ses affects chez Spinoza. La question est alors de savoir si, avant de pouvoir prendre à une telle sagesse, l'homme serait sensible à ses troubles, c'est-à-dire son effort qu'il parvient à se libérer de l'influence de ses causes extérieures et donc à revenir à ces seules causes intérieures qui dérivaient de sa nature. On pourrait toutefois penser que la mort, puisque nécessaire, est une cause extérieure pour l'être humain. Il semble pourtant que non pour Spinoza qui adopte en cela une position proche de celle des épicuriens. En ce sens, la mort ne représente rien pour moi. Elle m'est d'ailleurs tellement étrangère que je ne peux en avoir une idée adéquate, ce qui me conduit à adopter le discours de la crainte et à ne pas vivre pleinement à force de plainte et de jérémiade. La mort est donc bien une cause extérieure. Elle ne révèle en rien de notre nature puisque je ne peux en avoir une idée adéquate. Or, la raison me donne une idée adéquate de tout ce qui est conforme à ma
nature. Nulle chose ne peut être du tout détruite, sinon par une cause extérieure. Éthique 3, position 4. Le sage n'est pas celui qui ignore qu'il va mourir. Le sage est celui qui, pour qui la mort ne représente rien, car n'est pas sans faire une idée adéquate. Il faut cependant devenir sage pour s'en libérer. Il y a une sorte d'accomplissement, de complétude chez Spinoza. Peut-on mettre cela en relation avec l'idée de Jacques Lacan d'un être manqué qui aspire à combler son vide? Voilà, notre intervention est terminée. Merci bien de votre attention. Au revoir.